Bienvenue dans Actes Crime, le podcast où l'on décrypte ensemble les faits divers les plus marquants. Ce matin-là, le 18 novembre 2009, la campagne de l'Ohio s'éveille lentement sous un ciel pâle, encore chargé de brume. Les champs, couverts d'un givre discret, s'étendent à perte de vue autour de Vermilion, une petite ville posée non loin des rives du lac Erie. Ici, les nuits sont longues, le silence profond, juste troublé parfois par l'aboiement lointain d'un chien ou le passage d'un pick-up sur une route de gravier. Les maisons sont espacées, chacune posée sur son lopin de terre, entourée de vieux arbres, de clôtures fatiguées. C'est un décor de routine, de gestes répétés, où rien ne semble jamais devoir troubler la tranquillité des habitants. Au bout d'une allée de gravier, une maison blanche, simple, sans histoire, se dresse, entourée d'un jardin où l'on devine les restes d'un potager, quelques outils oubliés. C'est ici que vivent Julien et Jérémy Simcoe, un couple sans histoire apparente, qui partagent depuis 10 ans une existence faite de travail, de projets communs, de petits rituels quotidiens. Leur entreprise d'élagage occupe leur journée, et le soir venu, ils retrouvent la chaleur de leur foyer, leurs 5 chiens, la promesse d'une nuit paisible. Mais ce matin-là, avant même que le soleil ne perce la brume, un appel vient rompre la monotonie rassurante de la campagne. Il est un peu plus de 6 heures quand la voix de Julien, haletante, affolée, surgit sur la ligne du 911. On sent dans ses mots une panique brute, une confusion qui s'accroche à chaque syllabe. Elle demande de l'aide, supplie qu'on envoie la police, les secours, n'importe qui, tout de suite. Sa voix se brise, se reprend, vacille entre l'urgence et l'incompréhension. Elle dit que quelqu'un a tiré sur son mari, qu'il ne respire plus, qu'elle ne sait pas quoi faire. À travers le combiné, on sent la terreur d'une femme soudain projetée dans l'irréparable, la sidération qui fige les gestes, embrouille les pensées. Dans la maison, tout porte encore la marque du quotidien. La cuisine où traînent les restes d'un dîner, une chaise renversée, un sac à main posé près de la porte, les chiens attachés dehors, comme chaque nuit. Rien, à première vue, ne laisse présager le drame qui vient de se jouer. Julien, elle, oscille entre l'instinct de survie et la paralysie. Elle tente de suivre les instructions du standardiste, cherche à pratiquer un massage cardiaque, mais ses gestes sont maladroits, hésitants, comme si le temps s'était soudain épaissi autour d'elle. À travers ses paroles, on devine une femme ordinaire, attachée à ses habitudes, à sa maison, à cette vie de labeur partagée avec Jérémy. Sa voix, même dans la panique, trahit une certaine retenue, une volonté de bien faire, de ne pas perdre pied malgré l'horreur. Elle répète qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a rien vu venir, qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. Sa confusion est palpable, presque contagieuse, et l'on sent que, pour elle, la frontière entre la normalité et l'effroi vient de se dissoudre en un instant. Jérémy, lui, n'est encore qu'une silhouette en creux dans ce récit. On sait seulement qu'il a 36 ans, qu'il partage avec Julien cette maison, ce métier exigeant, cette routine rurale. On imagine un homme robuste, habitué au travail physique, à la gestion des chiens, à la surveillance de la propriété. Leur vie commune, tissée de gestes simples et de projets à deux, semble s'être figée dans la nuit, juste avant que tout ne bascule. Lorsque les premiers secours arrivent, ils découvrent une scène à la fois banale et glaçante. La maison, plongée dans une lumière blafarde, garde encore la chaleur de la nuit. Julien les attend, prostré, incapable de dire vraiment ce qui s'est passé. Dans la chambre, Jérémy gît sur le lit, immobile, frappé d'une balle à l'arrière du crâne. Il n'y a pas de lutte apparente, pas de désordre, rien qui évoque l'irruption d'un inconnu. Tout semble à la fois trop calme et trop étrange, comme si le drame s'était glissé dans la maison sans bruit, sans laisser de traces. Les policiers, eux aussi, sont saisis par la stupeur. Ils avancent prudemment, notent chaque détail, mais l'ensemble leur échappe encore. La porte de derrière est entr'ouverte, le revolver traîne sur le sol de la cuisine, les chiens n'ont pas aboyé, rien ne colle vraiment. Et déjà, dans ce décor rural où tout devrait être simple, la complexité s'invite. Derrière la façade tranquille de cette maison d'Ohio, quelque chose ne tourne pas rond. Les certitudes vacillent, et l'on pressent que les jours à venir vont révéler bien des zones d'ombre, bien des secrets enfouis sous la routine. Ce matin-là, la campagne se réveille, mais pour Julien Simcoe, pour les enquêteurs, et bientôt pour tout un village, plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant.
Dans les jours qui précèdent la tragédie, la vie des Simcoe semble se dérouler selon un rythme bien établi, presque immuable, fait de gestes simples et de routines partagées. Leur maison posée à l'écart du bourg respire la tranquillité d'un foyer rural, avec ses dépendances, ses outils rangés à la hâte et ses 5 chiens qui veillent sur la propriété. Jérémy et Julien, tous deux travailleurs acharnés, ont bâti ensemble une petite entreprise d'élagage, un service d'arbres qui les occupe du matin au soir. On les imagine, vêtus de vêtements de travail, progressant d'un arbre à l'autre, la tronçonneuse à la main, le regard fixé sur la cime, échangeant des instructions ou des plaisanteries, parfois des reproches, mais toujours unis dans l'effort. Leur quotidien est rythmé par les saisons, les contrats à honorer, les machines à entretenir, et ce terrain qu'ils rêvent d'acheter pour agrandir leur activité, mais que la banque vient tout juste de leur refuser. Le soir, la maison s'emplit d'odeurs de cuisine, de conserves préparées à deux, de citrouilles mises en bocaux pour l'hiver. Les disputes, s'il y en a, semblent se dissoudre dans la fatigue, dans la nécessité de tout recommencer le lendemain. Pourtant, derrière cette façade de labeur et de complicité, les tensions ne sont jamais très loin. Jérémy, décrit par certains comme un homme au tempérament vif, n'hésite pas à hausser la voix sur les chantiers, à se montrer exigeant, parfois brutal dans ses paroles. Julien, elle, paraît plus réservée, mais elle tient sa place, s'affirme à sa manière, et leur couple, forgé dans l'adversité, avance tant bien que mal, porté par une forme de loyauté mutuelle. La famille de Jérémy, en revanche, occupe une place plus trouble dans ce tableau. Les relations sont tendues, marquées par des années de malentendus, de silence, de tentatives de réconciliation avortées. Sa sœur, quelques jours avant le drame, lui adresse un message pour renouer le contact, mais Jérémy ne répond pas. Lors des funérailles, les dissensions éclatent au grand jour. La famille se divise, chacun organise sa propre cérémonie, incapable de s'accorder sur la manière de dire adieu. Julien, fidèle à la mémoire de son mari, choisit de s'isoler, de garder ses distances, ce qui alimente les rancœurs. Plus tard, la mise en vente de la maison familiale, à un prix qui semble symbolique, ravive les tensions. La sœur de Jérémy souhaite racheter la propriété, espérant préserver un pan de leur histoire. Mais Julien s'y oppose, préférant tourner la page, quitte à provoquer l'incompréhension et la colère. Les échanges deviennent amers, les mots dépassent la pensée, et bientôt, la fracture paraît irréversible. Dans ce climat déjà chargé, l'enquête avance à petits pas, s'enlisant dans les détails matériels et les hypothèses contradictoires. Les policiers, méthodiques, relèvent chaque indice. Le revolver retrouvé sur le sol de la cuisine, les gants noirs abandonnés dans le jardin, les empreintes de pas non identifiées sur la terre humide, la porte arrière entr'ouverte alors que rien n'indique une effraction. Les chiens, pourtant réputés pour leur vigilance, n'ont pas donné l'alerte. Le système d'alarme, bien que fonctionnel, n'a pas été déclenché. Aucun ADN étranger n'est relevé. Aucune trace tangible d'un intrus. Les enquêteurs interrogent les voisins, recueillent des témoignages parfois contradictoires. Certains évoquent la présence d'un inconnu rôdant dans les environs les nuits précédentes. D'autres rappellent les conflits de Jérémy avec un contracteur, une altercation violente où des menaces auraient été proférées. Mais chaque piste, une fois explorée, se referme sur une impasse. Le contracteur dispose d'un alibi solide. Le voisin armé n'a rien vu ni entendu. Les rumeurs de trafic de drogue s'évanouissent, faute de preuves. La frustration gagne peu à peu les enquêteurs. Ils tournent en rond dans cette maison où tout semble à la fois trop ordonné et trop suspect. Où chaque objet, chaque geste du quotidien pourrait receler une clé ou masquer une vérité. Ils s'interrogent sur la dynamique du couple, sur les non-dits, sur ses habitudes de sécurité presque obsessionnelles, les alarmes, les chiens, les portes verrouillées, qui rendent l'hypothèse d'une intrusion de plus en plus improbable. Pourtant, rien ne permet d'écarter totalement la possibilité d'un tiers, d'un geste fou, d'un règlement de compte qui aurait mal tourné. Les indices matériels trop maigres se heurtent à l'absence de mobile clair, à la complexité des relations humaines, à la part d'ombre que chacun porte en soi. Dans le village, la suspicion s'installe, diffuse, insidieuse. Les regards se font plus méfiants, les conversations plus prudentes. Chacun se demande ce qui a bien pu se passer cette nuit-là. Qui aurait pu franchir le seuil de cette maison sans éveiller les chiens, sans laisser de traces. Les rumeurs circulent, alimentées par l'incertitude, par le besoin de donner un sens à l'inexplicable. Mais plus les jours passent,
plus l'affaire semble se figer dans le doute, comme si le temps lui-même refusait d'avancer tant que la vérité n'aura pas été dite. Derrière les apparences, derrière la routine d'un couple rural, des secrets plus profonds attendent encore d'être mis au jour. Et l'on pressent que le calme apparent n'est qu'une prélude à des révélations plus troublantes. Les années s'étirent, d'abord dans l'attente fébrile d'un indice, puis dans la lassitude d'une enquête qui s'enlise, comme si le temps lui-même s'était mis à ralentir autour de la Maison Blanche de Vermilion. Les policiers méthodiques ont passé au crible chaque recoin, interrogé voisins, familles, anciens collègues, mais rien ne vient rompre la torpeur du dossier. Les hypothèses s'accumulent, se contredisent, puis s'effacent, laissant derrière elles une impression de vide, de fatalité. Dans la petite ville, le souvenir du drame s'estompe peu à peu, remplacé par la routine des saisons, les conversations prudentes, les regards fuyants. Pourtant, sous la surface, la tension demeure, tapie dans les silences, dans les gestes retenus de Julène, dans la colère sourde de la famille de Jérémie, dans les doutes qui n'ont jamais vraiment disparu. C'est seulement en novembre 2013, plus de 4 ans après la mort de Jérémie, que l'enquête connaît un nouveau frémissement. Les policiers, qui n'ont jamais vraiment refermé le dossier, convoquent Julène au commissariat. Cette fois, l'atmosphère est différente. La convocation n'a rien d'une formalité. Elle est précédée d'un appel, d'une insistance polie mais ferme, et Julène se présente accompagnée de son avocat. Dans le couloir du commissariat, l'air est saturé d'une tension sourde, faite de méfiance et de prudence. Les policiers, eux, avancent avec précaution, pesant chaque mot, soucieux de ne pas franchir la ligne qui sépare l'interrogateur. Julène, assise face à eux, garde le visage fermé, les mains croisées sur la table, le regard tantôt fuyant, tantôt défiant. Son avocat, silencieux, observe, prêt à intervenir au moindre dérapage. L'entretien commence par des questions banales, presque anodines, sur le déroulement des heures précédant le drame, sur la routine du couple, sur les habitudes de sécurité. Julène répond d'abord avec assurance, puis, à mesure que les questions se font plus précises, plus hésitantes. Les policiers reviennent sur la nuit du 18 novembre, sur les chiens attachés dehors, sur les portes verrouillées, sur le système d'alarme. Ils s'attardent sur les détails matériels, l'arme retrouvée dans la cuisine, parfaitement nettoyée, sans la moindre trace de sang ni d'empreinte étrangère, alors même que Jérémie a été abattu à bout portant. Ils évoquent l'absence de traces de lutte, l'absence de toute effraction, l'étrange silence des chiens, réputés pour leur vigilance, qui n'ont pas aboyé cette nuit-là. Julène, confrontée à ces incohérences, se replie sur des réponses floues, parfois évasives. Elle dit ne pas se souvenir de qui a verrouillé la porte, hésite sur l'heure à laquelle elle est montée se coucher, sur la longueur des chaînes des chiens, sur l'endroit précis où l'arme était rangée. Lorsqu'on lui demande si elle a nettoyé l'arme, elle répond qu'elle ne s'en souvient pas, que ce n'était pas dans ses habitudes, que peut-être Jérémie l'avait fait avant elle. Les policiers insistent, soulignent que seul son ADN a été retrouvé sur le meuble où l'arme était censée reposer, que la porte arrière, censée être verrouillée, ne porte aucune trace de Jérémie, seulement les siennes. Julène se crispe, se réfugie derrière des formules prudentes, renvoie la responsabilité aux enquêteurs, comme si la vérité leur appartenait, pas à elle. Au fil de l'interrogatoire, les policiers dévoilent peu à peu ce qu'ils ont découvert au fil des années, des témoignages d'amis, de voisins, d'anciens clients qui dressent un portrait complexe du couple. Certains décrivent Jérémie comme un homme colérique, autoritaire, capable de violences verbales, parfois physiques. D'autres évoquent la discrétion de Julène, sa tendance à s'effacer, à éviter les conflits, mais aussi sa capacité à manipuler, à retourner les situations à son avantage. Un ancien ami se souvient d'une scène étrange où Julène aurait encouragé une bagarre entre Jérémie et un ancien compagnon, comme si elle cherchait à provoquer, à tester les limites. Un client, lui, se rappelle d'un Jérémie humiliant Julène en public, la forçant à grimper dans les arbres malgré sa peur, la rabrouant devant témoins. Mais d'autres, au contraire, parlent d'un couple uni, solidaire, partageant les mêmes passions, les mêmes ambitions, soudés par une histoire commune et une méfiance instinctive envers l'extérieur. C'est alors que les policiers abordent le point qui, pour eux, bouleverse la perception du couple. La découverte dans les affaires personnelles de Jérémie et Julène d'un document manuscrit de 14 pages, intitulé
maître-esclave, où sont consignées des règles de soumission, des rituels intimes, une dynamique de domination consensie, mais teintée d'ambiguïté. Ce document rédigé de la main de Julien fait écho à son passé douloureux, à l'abus subi dans l'enfance, à une relation complexe avec l'autorité, la dépendance, la violence. Les policiers prudents interrogent Julien sur la nature de ce pacte, sur le consentement, sur la frontière entre jeu et contrainte. Julien affirme avoir été une participante volontaire, ni toute forme de coercition, mais son regard se trouble, sa voix se fait plus basse, comme si le poids du secret était devenu trop lourd à porter. Les témoignages extérieurs, eux, ajoutent à la confusion. Certains proches de Jérémy évoquent sa jalousie, son besoin de contrôle, ses accès de violence, mais aussi sa générosité, sa capacité à se montrer tendre, protecteur. D'autres, du côté de Julien, parlent d'une femme résiliente, capable de se défendre, mais aussi d'une personnalité insaisissable, parfois calculatrice, toujours sur la réserve. Un ancien compagnon de Julien confie qu'elle n'était pas du genre à se laisser faire, qu'elle avait déjà connu des situations de conflit, qu'elle savait encaisser mais aussi frapper en retour. Un client se souvient de scènes de tension, de disputes larvées, de silences pesants, mais aussi de moments de complicité, de rires partagés, comme si le couple oscillait en permanence entre l'amour et la défiance. Face à cette mosaïque de récits, les policiers peinent à démêler le vrai du faux. Julien, elle, s'accroche à ses dénégations, répète qu'elle n'a rien à cacher, qu'elle n'a rien à ajouter à ce qu'elle a déjà dit. Mais ses silences, ses hésitations, ses refus de répondre sur certains points, laissent planer le doute. Les enquêteurs, de plus en plus convaincus qu'elle ne dit pas tout, multiplient les relances, cherchent la faille, le détail qui pourrait tout faire basculer. Mais Julien tient bon, s'enferme dans une logique défensive, refuse de se contredire, même lorsque les preuves matérielles semblent l'accabler. À mesure que l'entretien se prolonge, une impression d'inéluctable s'installe dans la pièce. Les policiers, sans jamais formuler d'accusation directe, laissent entendre que le scénario du cambrioleur invisible ne tient pas, que la version de Julien exige trop de coïncidences, trop d'oubli, trop de hasard. Julien, elle, se replie sur elle-même, comme si elle sentait que le soupçon, désormais, ne la quitterait plus. L'enquête, relancée par la découverte du document et par la persévérance des policiers, semble converger vers une seule et même question, suspendue dans l'air, sans réponse définitive. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là, derrière les murs de la Maison Blanche, alors que tout semblait si tranquille, si ordonné? Le doute, désormais, est partout, et il ne fait que grandir. Au fil des semaines, alors que l'enquête s'achève et que la tension retombe, le dossier de Julien Simcoe prend une tournure résolument judiciaire. Les policiers, après des années d'hésitation, de doute, de pistes écartées une à une, finissent par assembler les pièces d'un puzzle qui, pour eux, ne laisse plus vraiment de place au hasard. Les preuves matérielles, d'abord, sont réexaminées avec une minutie nouvelle. Le revolver retrouvé sur le sol de la cuisine, parfaitement nettoyé, sans la moindre trace de sang ni d'empreinte étrangère, alors même que le tir a été effectué à bout portant. La porte arrière, censée être verrouillée, qui ne porte que l'ADN de Julien, jamais celui de Jérémy. Les chiens, d'ordinaire si prompts à donner l'alerte, restaient étrangement silencieux cette nuit-là. Et puis, ces gants noirs abandonnés dans le jardin, porteurs d'un mélange d'ADN du couple, mais sans trace d'un tiers. Tous ces éléments, pris isolément, pourraient paraître anecdotiques, mais mis bout à bout, ils dessinent peu à peu la silhouette d'un scénario où l'intrusion d'un étranger devient chaque jour moins crédible. Les enquêteurs s'attardent aussi sur l'analyse de l'appel au 911, ce moment suspendu où la voix de Julien, oscillant entre panique et contrôle, trahit peut-être plus qu'elle ne le voudrait. Des spécialistes du décodage comportemental relèvent dans ces paroles une série d'incohérences. L'ordre inhabituel des gestes, la manière de décrire la scène, l'absence de véritable tentative de réanimation, et surtout, cette façon de répondre aux questions par des formules évasives, comme si chaque mot devait être pesé, retenu, parfois même corrigé à la volée. Pour ces experts, il ne s'agit pas d'une science exacte, mais la somme des indices linguistiques, des hésitations, des silences, finit par peser lourd dans la balance. Lorsque le procès s'ouvre, près de 8 ans après la mort de Jérémy, Julien fait un choix qui surprend certains observateurs. Elle opte pour un bench trial, c'est-à-dire un procès sans jury, où le verdict sera rendu par un juge unique.
Ce choix, souvent réservé aux affaires complexes ou techniques, traduit peut-être la volonté de se remettre à la froideur de la procédure, à la logique implacable du droit, plutôt qu'à l'émotion d'un jury populaire. Le parquet, de son côté, déroule une argumentation méthodique, presque clinique. Il met en avant le contrôle exercé par Jérémy sur Julen, la dynamique de domination révélée par le fameux document manuscrit, mais aussi le passé traumatique de Julen, cette enfance marquée par l'abus, qui aurait pu nourrir un ressentiment latent, une volonté d'émancipation radicale. À cela s'ajoute le mobile financier jugé plausible, l'assurance vie perçue par Julen, les dettes accumulées, la tentative de faire payer les funérailles par la famille de Jérémy, alors même qu'elle disposait d'une somme non déclarée. Face à cette construction accusatoire, la défense reste étonnamment silencieuse. Aucun témoin n'est appelé à la barre, pas même Julen elle-même. Cette absence de contrepoint, ce refus de livrer une autre version des faits, laisse le champ libre à l'interprétation du juge, qui n'a d'autre choix que de s'appuyer sur le faisceau d'indices, sur la logique des événements telle qu'elle s'est imposée au fil de l'enquête. Le verdict, lorsqu'il tombe, n'a rien de spectaculaire. Il est énoncé d'une voix neutre, presque lasse, comme si la justice, après tant d'années d'incertitude, ne pouvait que constater l'évidence. Julen Simco est reconnue coupable du meurtre de son mari, condamnée à 28 ans de prison. La tentative d'appel, engagée en 2021, n'aboutira pas. Aujourd'hui, Julen purge sa peine dans un établissement pour femmes de l'Ohio, loin de la Maison Blanche de Vermillon, loin des souvenirs d'une vie rurale désormais figée dans la mémoire collective. À la lumière du procès, les éléments qui autrefois semblaient ambigus ou anecdotiques prennent un tout autre relief. Le revolver nettoyé, la porte sans trace d'effraction, les chiens silencieux, les incohérences du récit de Julen, tout cela relu à l'aune des débats judiciaires, compose une trame où la version de l'intrusion extérieure ne tient plus. Même les gestes du quotidien, attacher les chiens, verrouiller les portes, nettoyer les armes, deviennent dans le regard du juge autant de signes d'une préparation, d'une maîtrise, d'une volonté de contrôler la scène jusque dans ses moindres détails. Les souvenirs de Jérémy, eux, restent suspendus entre deux images, celle d'un homme exigeant, parfois brutal, mais aussi celle d'un compagnon fidèle, d'un travailleur opiniâtre, d'un frère que la famille n'a jamais pu retrouver avant sa disparition. Pour les proches, pour la sœur de Jérémy, pour la famille divisée par des années de malentendus, le procès n'a pas vraiment apporté la paix. Les rancœurs demeurent, les questions sans réponse continuent de hanter les conversations, et la maison familiale, vendue à un prix dérisoire, n'est plus qu'un symbole d'une passé impossible à réparer. Du côté de Julen, le silence persiste. Elle n'a jamais reconnu les faits, n'a jamais livré sa vérité, laissant à chacun le soin de combler les vides, d'imaginer ce qui a pu se jouer cette nuit-là, derrière les murs d'une maison ordinaire. Au-delà du drame individuel, l'affaire Simco interroge en creux notre rapport au crime domestique, à la banalité du mal, à ces violences qui se nouent dans l'intimité des foyers, loin du regard des autres. Un rappel combien il est difficile parfois de démêler la part de la victime et celle du bourreau. Combien la justice, même armée de preuves, avance à tâtons dans les zones grises des relations humaines. La mémoire de Jérémy, pour ceux qui l'ont aimé, reste celle d'un homme emporté trop tôt, au cœur d'un mystère dont la résolution n'aura jamais la netteté d'un verdict. Et pour la communauté de Vermillon, pour tous ceux qui ont suivi l'affaire, il subsiste une forme de malaise, une conscience aiguë que, derrière les apparences les plus ordinaires, peuvent se cacher des histoires que nul ne veut vraiment voir. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Act to Crime.